Bon cours à tous et good luck pour les deux. See you tout le monde. Merci. Alors, du coup, je sais pas ce que vous voulez faire en particulier. J'avais pensé faire le TD5, celui-là, là. Là, le 2.1. Je crois qu'on l'avait déjà fait la dernière fois en vocal, mais ça ferait pas mal de le refaire parce qu'en vrai, c'est assez typique. Alors, c'était juste des structures et des arrêts de structures. Et voilà, du coup, si ça vous va, on peut faire ça. C'est ok pour moi. Ouais. Ok, alors attendez, je vais juste mettre un truc de côté. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Open. Tac. Alors, ok. Donc, le premier truc qu'il nous demande, c'est... Attends, on part de là direct ou... Ah, voilà. C'est d'ici de créer deux structs. Un struct date et un struct student, qui ont cette forme-là. Et d'ailleurs, il nous propose aussi de créer ces fonctions-là. Déjà, je vais juste les recopier directement là. Je sais pas s'il faut faire un fichier spécial. On va faire un fichier spécial, comme ça on voit aussi comment gérer plusieurs fichiers. Du coup, new file. Et je vais créer un fichier en C qui s'appelle date. Ouais, vas-y. Hop. Et je vais aussi créer un fichier student. Mince, hop. Non, pas en... Mince, previous. Hop. Ok. Vous voyez que d'ailleurs, quand on crée notre fichier hash ici, il nous met automatiquement des ifdef, defined et endif. Alors ça, c'est pourquoi? C'est parce que le compilateur, donc il va compiler notre langage, enfin notre programme, pour que l'ordinateur puisse le comprendre. Il est un peu bête et des fois il va charger le fichier hash plusieurs fois. Et du coup, il va créer plusieurs fois la même fonction avec le même nom. Et du coup, il va nous créer des erreurs parce qu'il va trouver plusieurs fois des fonctions avec le même nom. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est lui dire de charger nos fonctions qu'une seule fois. Et pour ça, on va faire un if en fait. On va se dire si ndef, donc not defined, cette variable-là, et on va la définir. Ensuite, on va mettre toutes nos fonctions ici, là. Et à la fin, on va finir notre ndif. Et du coup, ça veut dire que la première fois qu'il va venir, student hash n'est pas défini, donc is not defined. Donc il va entrer dans le if, il va définir student hash, il va enregistrer nos fonctions, et il va finir le if. Et après, quand il va revenir plus tard, student hash sera défini. Et donc, il va pas faire ce if et il rechargera pas nos fonctions une deuxième fois. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Et on va juste copier-coller notre struct, du coup. Tac. Ok, on va créer notre struct student. On voit que il a ici un nom qui a un array de 30 caractères et un last name qui a un array de 30 caractères aussi. Une date d'anniversaire qui est un struct date. Et donc, pour qu'il sache ce que c'est date, parce que date, c'est ce qu'on va mettre ici. Je vais le copier-coller direct. On va copier-coller que ça. Hop. Ok. Pour qu'il sache ce que c'est date, il faut l'inclure, parce que sinon, il nous dit unknown type. On va faire un include avec des guillemets, parce qu'on inclut un fichier à nous. Alors, quand on met des trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça va inclure une librairie globale. Donc là, on met des guillemets, et notre header, c'est date.h. Voilà. Du coup, il va charger tout ce qui est dans date.h, et donc il va maintenant connaître notre type date. Ensuite, on va avoir un numéro d'étudiant qui a un long, donc en gros c'est comme un int, mais qui peut stocker plus de nombres, et une moyenne qui est un double. C'est comme un float, sauf que ça peut aussi stocker plus de nombres, donc plus de précision. Ok. Dans date, qu'est-ce qu'on a? On a juste un struct avec un jour, un mois, une année. Voilà, et on va mettre nos fonctions aussi. Donc cette fonction, ça va être la fonction qu'on va utiliser pour demander à l'utilisateur d'entrer une date. Là, ça va être pour l'afficher. Et compare, ça va être pour les comparer. Une petite précision aussi dans les headers, donc dans les fichiers .h ici. Vous voyez qu'on met juste la signature de la fonction. Du coup, on n'est pas obligé de mettre les noms des paramètres, c'est facultatif. C'est pour ça qu'ici, il ne les met pas. Parce qu'en soi, vu que après, on n'a pas d'implémentation comme on pourrait avoir dans un point C, par exemple, on n'a pas besoin que les paramètres aient un nom.
Et donc là, vu que read date, on se doute qu'ici ça va être une date, on n'a pas besoin de dire que c'est une date. Ok, on va aussi ajouter nos fonctions pour les étudiants. Donc c'est pareil, read et display. Hop. Et on va commencer. Alors dans date.c, on va créer notre fonction qui va lire une date depuis le clavier. Ok, donc là on va créer notre fonction qui doit avoir le même prototype que ce qu'on a défini ici. Bon là je fais vite parce que pour le moment c'est pas très intéressant ce qu'on a fait. Mais voilà, là on va commencer à créer notre date. Donc là il faut bien lui donner un nom. Et vous voyez que déjà on utilise un pointeur vers une date. Ça c'est parce que comme le prof il avait expliqué en cours, date c'est un struct. Donc ça contient plusieurs données. Bon ici il y en a que 3, donc c'est pas terrible, mais ça peut être un struct de beaucoup plus gros. Par exemple, vous voyez qu'ici c'est déjà un peu plus gros, en plus dedans il y a un struct imbriqué. Et du coup, plutôt qu'à chaque fois que de le copier-coller, enfin de le copier plutôt en mémoire pour pouvoir le réutiliser, on va directement donner la référence de ce struct. Et donc ça va permettre d'éviter d'avoir à le copier et donc de pouvoir gagner de la place en mémoire, quoi. Parce qu'on va juste donner un pointeur, on va pas redonner tout d'un deuxième struct. Du coup, pour readDate, bon, c'est assez trivial, ça va juste être un scanf. Hop, un scanf. On va lire un anti/d, 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 pas en slash d. Et ensuite, on va mettre les paramètres. Oups. Alors les paramètres, il faut dire qu'on veut prendre notre date. Et sauf que comme c'est un pointeur vers la date, c'est-à-dire que c'est pas juste la date, c'est en fait une adresse en mémoire, et il faut dire qu'on va récupérer la valeur de cette date. Et donc il faut mettre une flèche. En fait, ça revient au même que de récupérer la valeur du pointeur, puis d'utiliser un point. Ok. Donc là, on peut utiliser la flèche pour dire qu'on veut accéder à la valeur qui est là-dedans. Et ensuite, on va entrer notre jour. Et comme c'est un scanf, il faut utiliser toujours l'adresse de cette entrée. Ok, ensuite, on va faire pareil avec le mois. Donc là encore, c'est l'adresse et ici, il faut utiliser la valeur. Et là, on va faire pareil avec l'année, date, year. Ok, donc là, on a fini notre readDate, en fait, ça suffit. On va faire notre displayDate avant de tester, comme ça, on pourra tester plus simplement. Ensuite, copier-coller ça. On va donner un nom à notre paramètre. Ok, et notre displayDate, ça va être encore plus simple, ça va juste être un printf. Hop, slash n. Ok, et donc là, pareil, on va devoir utiliser la flèche pour dire qu'on veut récupérer la valeur de de la structure qui est pointée par ce pointeur. Donc, on fait day, month et year. Date, year. Et pour le printf, on veut pas l'adresse, comme ici, on veut juste directement la valeur, donc on n'a pas besoin d'esperluette, on peut juste laisser ça comme ça. Et ça suffit, donc là on a fait déjà nos 2 premières fonctions. Donc attends, on va juste les tester vite fait dans le main.c. Alors pour les tester, il faut les importer d'abord, donc on va faire le include. Hop, date.h. On va enlever ça, et on va mettre un date, et on va faire un readDate de notre date, puis un displayDate de notre date. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste créé un pointeur vers une structure date. Donc ça sert juste en gros à créer la variable date. Et je la mets dans readDate et dans displayDate. Et avant de la créer, je pense qu'en même temps, je peux l'allouer en mémoire, parce que sinon, il va juste me créer la variable. Et après, quand ici, je vais lui dire, elle n'aura pas été créée en mémoire. Et donc, pour ça, on va utiliser un malloc. Hop, donc on va faire un malloc. Bon, malloc, je pense que quand vous commencez à connaître comment ça fonctionne, stdlib. Il faut mettre toujours ici avant le type, un pointeur vers le type. Et ensuite, size of in date. Voilà. C'est bon. Ok, et donc maintenant, si je commence, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'allouer une structure dans la mémoire. Donc au début, elle est vide, mais il y a une place pour elle dans la mémoire qui est réservée.
Ensuite, il va nous demander de read date. Donc là, il faut que je mette la date, par exemple le 01/01/2000. Et ensuite, il va me l'afficher. Bon, il enlève les zéros, mais c'est pas très grave. Ok. Est-ce que déjà c'est bon pour tout le monde jusque-là? Ouais. Ça va. Oui. Ok. Donc on va continuer. On a créé notre date. Bon, ils disent de faire un autre format, mais on va garder à la française. Moi, j'ai une question. Ouais. Pourquoi tu mets tu utilises malloc pour date? Parce qu'en fait, regarde, alors, peut-être que ça va marcher ici, mais si j'utilise pas malloc, il va me créer la variable. Mais après, quand je vais l'entrer en mémoire, bon, si ça va aussi fonctionner, mais parce qu'il est assez intelligent pour m'allouer automatiquement ici dans le date, il va me l'allouer en même temps que je vais définir les trucs. Mais donc du coup, je peux garder ça, ce sera peut-être plus simple. Mais en gros, ça revient au même que quand tu crées un array vide, bah, avant de le créer, tu vas d'abord le réserver une place dans la mémoire. Et bah, les structures, en soi, tu peux faire pareil. Mais voilà, bah, c'est plus simple enfin, c'est plus propre de allouer avant. Ok, parce qu'il y a une autre partie dans le TD où il met dynamique. Donc je pensais que c'était à ce moment-là qu'il fallait utiliser malloc, moi. En soi, ça revient au même, hein, parce que allouer, en fait, quand tu vas l'allouer, que tu l'alloues maintenant, enfin en fait, dynamique, j'ai vu ça aussi, mais je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que en soi, l'allouer en mémoire, que tu l'alloues ici pour la read ou plus tard en appelant une fonction, genre ça revient au même, tu vois. Ok. Donc voilà. On peut le laisser comme ça, c'est plus simple, comme ça on suit ce qu'il fait exactement dans le TD. Ok. Ok. Donc on a notre date et display date, on va juste faire notre compare date. Il prend deux dates et qui retourne 0 si les deux dates sont les mêmes. Qui retourne 1 si D1 est ultérieur à D2 et -1 si D1 est antérieur à D2. Ok, donc là on a notre prototype ici, on va juste le copier et le coller ici. On va créer D1 et D2. Et alors le premier truc qu'on va faire déjà, c'est regarder si c'est les mêmes, parce que c'est ce qui est le plus simple. If date1, alors là on met une flèche encore parce que ici c'est un pointeur vers date1, donc il faut bien récupérer la valeur avant de récupérer les propriétés. Donc si D1, si le jour c'est égal au jour de D2, D2, type, et que D1 son mois c'est égal à D2 mois, et que D1 year est égal à D2 year, et ben on retourne 0 si c'est égal. Et ensuite, là je vais juste... hop, Et ce serait pas égal à la place des sperliotes Au milieu, ouais. au milieu. Ah oui, bien vu. Merci. On va vérifier que le mois de D1 est égal au mois de D2. Et ensuite, bon là je vais juste copier-coller ça. En gros, c'est juste, on regarde si l'année de D1 est après l'année de D2, et bah forcément D1 est ultérieur à D2, donc on retourne 1. Ou sinon, s'ils sont de la même année, mais que le mois de D1 est ultérieur au mois de D2, et ben on retourne 1 encore. Ou sinon, s'ils sont de la même année et du même mois, et que le jour de D1 est ultérieur au jour de D2, et ben D1 est ultérieur à D2. Voilà. Donc là, j'ai juste copié-coller parce que c'est pas très intéressant et ça aurait été super long à taper. Mais en gros, ça va. Bon, est-ce que tout le monde comprend cette fonction déjà? Normalement, ça devrait aller, c'est juste de la comparaison. Oui, oui. Ok. Et enfin, si aucun des deux cas n'a match, on retourne -1. Ok. Donc, on a fait les trois fonctions pour les dates. On va faire les deux fonctions pour student. Du coup, il faut read et display. Et vous voyez qu'encore une fois, ici, on prend bien un pointeur vers un étudiant, parce que pour les structures, quand on les passe dans les paramètres, on les passe par pointeur. Du coup, on va récupérer nos deux prototypes ici. Hop. Tac. Ok, alors read student. Qu'est-ce qu'il y a comme propriété dans student? Hop. Ouais. On a le name. Hop, je vais juste prendre ça de côté, comme ça j'oublie pas ce qu'il faut marquer. Hop.
Ok. Alors, bon, déjà, on va afficher ce qu'il faut marquer. On va dire printf entrée fname. Et on va mettre un scanf. Espace. Un scanf. Du coup, pour fname, on va mettre un string parce que ça va être son nom. Et alors là, déjà, il faut mettre un nouveau paramètre. Student. On utilise une flèche encore une fois parce que c'est un pointeur vers la structure. Et fname. Et alors là, on n'a pas besoin de mettre d'esperluette. Pourquoi? Parce que fname, c'est un tableau. Même si c'est un tableau qui est déclaré comme ça et pas un tableau avec comme ça dynamique, et ben ça reste un tableau quand même et automatiquement C il va le convertir en pointeur. Et donc vous savez que les pointeurs, si tu attaques, du coup si tu as un pointeur et qu'ensuite faut le déréférencer, ça revient à rien faire en fait. Donc du coup ici on peut garder directement le tableau comme ça. Ok, c'est bon pour tout le monde ça ou pas? En gros, c'est juste que c'est pas vraiment un pointeur parce que c'est un tableau, mais C va le transformer en pointeur. Et donc, du coup, vu qu'il faut mettre l'adresse d'un pointeur, ça revient juste à mettre le pointeur, quoi. Ok. Ensuite, on va faire pareil avec last name. Donc là, même truc, c'est un tableau, donc on n'a pas besoin de mettre d'espaluette. Ouais. Vous pouvez réexpliquer? On n'est pas. Alors en fait, c'est juste que le tableau comme ça, c'est pas vraiment un pointeur, mais c'est comme si c'était un pointeur. Ça va fonctionner à peu près pareil, et C, il va le transformer en pointeur. Et donc du coup, un pointeur, ça a une mémoire en mémoire, ça a une adresse. Donc par exemple, ça va être l'adresse 3000. Et ici, toi, tu vas récupérer l'adresse de fname. Et donc vu que l'adresse de fname, c'est l'adresse qui est portée par ce tableau-là, et t'as pas besoin de récupérer l'adresse de ça, tu vois. T'as directement, en fait, l'adresse elle est directement là. C'est ça. C'est comme si ici tu avais un pointeur, hop, hop, et du coup ça c'était un pointeur. Et vu que c'est un pointeur, t'as pas besoin de récupérer son adresse. Donc ça, c'est quand c'est des cars et des listes. Hein, C'est pas forcément parce que c'est un car c'est juste le type de ce que le tableau tient. Mais c'est parce qu'en fait c'est un tableau. Et en fait les tableaux ou les pointeurs, t'as pas besoin de les déréférencer ici avec une esperluette. Parce que c'est directement un pointeur en fait. Et que scanf il attend une adresse en mémoire. Donc si c'est une liste, on n'a pas besoin de mettre. Non. Si dans le scanf, t'en as pas besoin. Mais par exemple, juste après, là, on va mettre fname. Ici, on va mettre sa moyenne. Sa moyenne, ça va être un double. Double, c'est LF. Et ici, par contre, il faut bien mettre un pointeur. Parce que average, c'est juste un nombre. Hop, ici, c'est un double. Donc, il faut mettre bien son adresse. D'accord. Okay. Merci. Okay. Pas de souci. Entre les deux, on va faire un printf enter date. Bitdate. Et pour ça, on va pas s'embêter, on va juste appeler readDate. Et du coup, il faut donner student sabdate. Et comme je le rappelle, readDate attend un pointeur. Ok. Du coup, ici, il faut donner le pointeur, donc l'adresse. Pour la même raison que ici, on avait un pointeur et on le donne directement. C'est comme si, en fait, c'est comme si hop, on avait fait comme ça. Ok. En fait, c'est un cran à chaque fois de décalage. Alors là, on a un pointeur et donc on donne l'adresse du pointeur. Et donc ici, on a une valeur et donc il faut donner l'adresse de la valeur. Ok. Ouais, ok. Ok, donc ensuite, il manque juste son numéro d'étudiant. Tac, enter number, et ça va être num stud. Hop. Et c'est un long, donc ça va être un long digit. Je pense que les pourcents comme ça, vous n'avez pas besoin de les retenir. Mais voilà, enfin juste les principaux comme un int c'est %d et string c'est %c, %s. C'est quoi LF? LF c'est pour long float, parce que comme j'avais dit, average c'est un double, et double c'est comme un float mais en plus grand. Et donc LF c'est double en fait. Ok, merci. Et comme ici numstud c'est un long, et long c'est comme int mais en plus grand. Et vu que int c'est d, c'est long d quoi. Ok, ça marche. Ok, donc voilà, on a fait read student, maintenant il faut juste faire display student et ensuite on testera. On va donner un nom au paramètre.
Et display student, ça va juste être des printf à la chaîne. Printf fname. Student fname. Ici, on veut bien récupérer juste la valeur de fname, donc il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit, juste ça directement. Lname. Printf birthday. Pour birthday, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher, appeler display date. Display date, ça attend un pointeur, donc on va lui donner un pointeur. Et on va lui donner bdate, ok? Donc là, c'est comme ce qu'il y a ici. C'est juste que bdate, c'est la valeur, et comme on passe, comme display date attend un struct, il faut bien passer l'adresse du struct. Ensuite, on va faire average. Donc là, c'est encore une fois %lf. C'est student average. Ah, attendez. Hop. Ok. Et printf number, c'est un %ld student number, numstud. Ok. Donc là, je crois qu'on a affiché toutes les propriétés. Ok, c'est bon. Et maintenant, on va tester ça ici. Alors pour ça, il faut inclure les fonctions. Donc on va inclure student.h. On va mettre ça de côté. On va créer notre structure, enfin la variable qui va contenir notre structure. Et on va faire un read student et un display student. Et ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, enter fname ABC. Ok. 01 2000. Par exemple, il a 18 et son numéro d'étudiant, c'est ça. Ok, fname, c'est bien ABC. DEF. Ici, c'est bien la date. 18. Alors, il l'a converti en nombre à virgule, mais c'est normal. Et son numéro d'étudiant, c'est bien ce qu'on a entré ici. Ok, est-ce qu'il y a des questions concernant le truc d'étudiant? Non? Si. Ouais. Tu peux redire pourquoi des fois tu mets les sperluettes et des fois pas? Ou ça dans les scanf? Ouais, dans les scanf. Dans les scanf. Ok. Dans les scanf, c'est parce qu'en fait, ici, fname, c'est pas vraiment un pointeur, mais on va compter ça comme un pointeur. Et donc, un pointeur, ça contient une adresse en mémoire, par exemple ça 5000. Et donc scanf, il attend justement une adresse en mémoire. Et donc si tu lui donnes fname, en fait ici, c'est comme si tu lui avais donné par exemple 5000 directement, tu vois. Là par exemple, si c'est student fname. Ok, parce que ça c'est un tableau, donc comme si c'était un pointeur, ça tient une adresse en mémoire. Donc là, c'est comme si tu donnais directement l'adresse. Donc, t'as pas besoin de récupérer de l'adresse, t'as pas besoin de mettre les sperluettes, quoi. Alors que, par exemple, ici, dans la mémoire, ça, average, c'est pas une adresse, vu que c'est pas un tableau, c'est juste un nombre bête et méchant. Et donc, pour récupérer l'adresse de ce nombre, il faut mettre les sperluettes. Ok. Ok, donc du coup, on a fini la première partie, c'était juste de la mise en place. Maintenant, on va créer notre array de structure. Alors, il va définir une classe. Alors, ça fera qu'on ne l'utilise pas avant la toute fin, donc on va la faire à la toute fin. Ok. Donc ça, on s'en fiche pour le moment. Alors déjà, il faut une fonction readArrayStudent qui va remplir un array d'étudiants. Comme ça. Alors, on va copier-coller la signature. On va la mettre dans notre student.h. Ça, c'est date. Tac. C'est un peu entremêlé ici. Hop. Donc, student.h, on va mettre notre readArrayStudent qui va prendre un array et sa size. Je vais mettre des noms un peu plus explicites. Ok. Et donc, on va récupérer ça et on va écrire cette fonction. Alors, ce qu'il faut faire, là, c'est simplement un for qui va à chaque fois appeler readStudent et qui va donner en paramètre l'étudiant de l'array. Enfin, vous allez voir. Donc,
vu qu'il faut lire une liste, on va faire un for égale 0, i plus petit que size plus. On va mettre un printf pour qu'on sache quoi faire. Fill information for student on va donner le numéro de l'étudiant, enfin le numéro de l'index. Et ensuite, on va juste appeler read student. Et alors là, qu'est-ce qu'on met en mémoire? Vous voyez qu'ici, ils nous disent de mettre un pointeur. Et donc, ici, si je prends student, enfin array index i, là, c'est la mémoire, enfin, c'est pas la mémoire, c'est la valeur directement du struct qui est à l'index i dans cet array. Mais nous, on veut pas la valeur, on veut l'adresse, vu que c'est un pointeur. Parce que si on donnait la valeur, il va copier la structure, nous on veut pas ça. Et donc, il faut donner l'adresse avec l'esperluette. Et voilà. On a fait notre fonction. Et il n'y a rien besoin de retourner, parce que à chaque fois, elle modifie directement l'array. C'est pour ça qu'ici, on donne la mémoire, parce qu'ensuite, il va directement modifier chaque élément individuellement. Ok. Et Ensuite, on va faire une fonction qui va juste afficher une liste comme ça. Hop, on va la mettre dans notre .h. Hop, on va donner des noms un peu plus explicites. Hop, ok. Donc là, c'est pareil, il faut juste faire un for qui va jusqu'à size, plus petit que size, i++. Et il va afficher juste... Hop, ici, on va peut-être mettre un petit slash n d'ailleurs. Hop. Et ici, il va juste appeler directement display student. Voilà, on a déjà une fonction qui affiche toutes les informations sur un étudiant, donc autant l'utiliser. Et là, ça fonctionne exactement pareil qu'ici. Array index i, c'est notre struct directement, c'est sa valeur. Et display student, il attend un pointeur vers un struct, donc il faut utiliser l'adresse. Ok. C'est deux fonctions quasiment exactement les mêmes, hein, mais... Antoine, Le micro. Antoine, peux-tu te mute? Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ces deux fonctions? Elles fonctionnent quasiment pareil. oui, c'est bon. Ok. Ensuite, une fonction double average array student qui va calculer la moyenne des étudiants. Donc, la même topo, on va juste copier-coller. Ces noms-là, c'est claqué. Hop. Tac, tac. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va créer la variable. Bon, là, c'est un calcul de moyenne, hein, donc on va créer au début une variable. D'ailleurs, vous voyez que je fais que c'est un double, parce que chaque moyenne des étudiants, hop, si je regarde ici, c'est des doubles. Donc quand je vais manipuler des doubles, à la fin, j'aurai un double. Et un double, c'est pas un int, donc il faut bien préciser qu'ici, c'est un nombre à virgule. Si je mets juste 0, il va normalement me mettre une erreur, je pense. Ou alors il va peut-être le convertir automatiquement. C'est plus simple de mettre un point 0. Ensuite, on va juste parcourir l'array des étudiants. Et on va juste additionner leur moyenne. I++. Min, ça va être l'étudiant qu'on est en train de parcourir, sa moyenne. Voilà, vous voyez que c'est un pointeur vers un array. Et donc, quand on récupère l'index i, c'est comme ce qu'on avait ici. On a directement le struct, on a directement sa valeur. Et donc, on n'a pas besoin de flèche, on peut directement mettre un point. Parce que ça, c'est directement le struct. C'est pas un pointeur vers le struct. Ok. Comment on sait que c'est pas un pointeur vers le struct? Parce qu'ici, on a juste un pointeur, et donc on sait que ça va être un tableau. Et donc ensuite, une fois qu'on parcourt le tableau, on n'a plus que directement les étudiants. Les structs directement. Ok. Et ensuite, il faut juste retourner la moyenne divisée par le nombre d'étudiants qu'il y a. Et vu qu'on divise par size, on va juste mettre au début if size égale 0, return 0. Comme ça, on évite de diviser par 0. Et voilà. Bon, du coup, je répète ce qu'on fait. On parcourt la liste des étudiants. On récupère
leur index dans l'array directement. Donc ça nous donne leur valeur. Donc on peut utiliser un point. Et en gros, on additionne leur moyenne à chacun, puis on la divise par le nombre d'étudiants. Et voilà. Ok. Ensuite, on a une fonction de max, en fait, ça va calculer la meilleure moyenne. Hop, donc on va copier-coller ça. Hop. Array, size. Ok, et alors là, c'est comme les fonctions qu'on faisait en début d'année. Vous voyez que déjà, il retourne un int, donc ça veut dire qu'il retourne l'index. Alors, si on regarde ici, il retourne la position dans l'array de l'étudiant qui a la plus grande valeur. Donc, il faut bien retourner son index dans l'array. Ok, donc on va ici mettre un best index. Au début, ça va être rien. Et ensuite, on va parcourir l'array. Et je vais changer ça juste après, mais ça on comprend facilement. Ok. Et donc ensuite, si l'étudiant qu'on est en train de parcourir actuellement, sa moyenne, elle est meilleure que le meilleur étudiant qu'on avait, et ben alors le meilleur étudiant, ça devient le nôtre. Hop. Et à la fin, on retourne best index. Ok, tout le monde comprend ça, ça c'est juste de l'algo. Ici, pareil, index i, c'est un struct, c'est la valeur directement, donc on peut utiliser un point. Donc si l'étudiant qu'on parcourt actuellement est mieux que le meilleur étudiant qu'on avait, bah, le meilleur étudiant c'est le nôtre. Et comme ici je mets que par défaut c'est le premier étudiant qui est le meilleur, j'ai pas besoin de calculer le premier étudiant. Enfin, tu vois, vu que je commence à 0, ça va faire 0 plus grand que 0, donc je peux commencer directement ici à 1. Ok? Tout le monde comprend ici? Oui. C'est bon. En fait, ça revient un peu tout le temps au même. Les difficultés, c'est savoir quand est-ce qu'on utilise les flèches et les points. Voilà. Ok, ensuite, youngest students, ça va être la même chose, sauf qu'on va comparer les âges, les dates de naissance, du coup. Oui, alors il faut que je mette dans le point âge d'abord. Array, size. Hop. Ok. Donc, c'est pareil, ça returne un int, ça veut dire qu'on récupère la valeur. Pardon, Ouais. Ouais. J'ai pas compris, donc quand on utilise un point et donc qu'un flèche. En fait, quand la structure que tu as, c'est un pointeur vers ta structure, par exemple ici, tu vas avoir un seul étudiant et on a un pointeur vers la structure, bah, il faut utiliser la flèche parce que student ici, en fait, c'est juste une adresse en mémoire. C'est juste le pointeur vers ta structure. D'accord. Et donc, il faut bien récupérer, avant de récupérer la propriété, il faut récupérer la valeur de la structure. Et donc, ici, j'ai directement la structure directement. C'est pas un pointeur, c'est la structure comme ça. Et donc, je peux utiliser un point parce que j'ai sa valeur. Donc, je peux accéder à la propriété directement. Ok. En fait, ici, avoir une flèche, ça revient pareil que de récupérer la valeur du struct et d'utiliser un point. C'est exactement la même chose. Ah, et parce que là, on a la valeur, parce que c'est array à l'index i. Ici, on a la valeur parce que c'est exactement ça, un array vers les structs. Et là, on n'a pas la valeur parce que c'est un pointeur vers une structure. Si dans min plus égale à array index 1, si on n'avait pas le index 1, ce serait une flèche alors? Si tu veux accéder au tout premier. Du coup, en fait, si tu mets pas le index i, tu vas avoir. Oui, mais théoriquement, si on accédait juste à la première valeur. Juste un student et que là, tu voulais juste directement accéder à sa valeur, et bah, ce serait une flèche. Hop. Tu vois. Ok. Ok. Du coup, dans ce cas-là, si on voulait accéder à la première valeur de array, on pourrait écrire sans le i et mettre une flèche à la place du coup. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que ça marche. Ok, merci. Pas de souci. Ok, alors pour calculer l'étudiant le plus jeune, vu qu'on a sa date de naissance, qui est une date,
comme ça. Ben, on peut utiliser la fonction compareDate. J'ai une question pour les fonctions display. On a besoin quand même d'appeler d'appeler array avec le sperliot. Pour display l'array ou pour display l'étudiant simple? Les deux. Les deux. Alors parce qu'en fait, pour pour display student comme ça, ici c'est comme, en fait c'est le même principe ici, on le modifie pas, mais on va quand même éviter de copier la valeur juste pour l'afficher, tu vois. Autant utiliser la valeur originelle directement. Et donc pour utiliser la valeur originelle directement, tu vas utiliser un pointeur vers cette structure. Ok. Ouais, donc on change pas par précaution, c'est ça? Attends, répète. On change pas juste pour être sûr. On change pas quoi? Non, on change pas la valeur là. De méthode, je veux dire. Ah, de méthode? Non. Ok, donc c'est pour ça qu'on a quand même besoin de mettre le sperluette pour appeler la structure avec la fonction. Ouais, c'est ça. Ok, c'est merci. arrêter de copier la structure. Ok. Il y a d'autres questions ou pas? Ok, je vais juste passer à Youngest Student alors. Donc là, on a dit que pareil, ça retournait la position donc, de l'étudiant le plus jeune. Et il faut utiliser compareDate. Ok. Et donc pour comparer les étudiants, on va faire notre même variable, bestIndex. Et on va parcourir tous les étudiants. Bon, ça va être le même principe, on va éviter de comparer l'étudiant 0 avec lui-même, donc on va commencer à 1. Et ensuite, si quand on compare date, du coup, on va faire des variables intermédiaires pour que ce soit plus simple, peut-être. Ok. Current bdate, c'est student. Non, c'est array index i point bdate. Et best bdate, c'est array index best index point bdate. Ok, donc là j'ai juste récupéré la date de naissance de l'étudiant qu'on est en train de parcourir actuellement et la meilleure date de naissance qu'on ait. Et ensuite on va les comparer. Alors vous voyez que là on a juste le struct directement, on a la date, et ici il nous demande un pointeur. Donc on va utiliser un isForLuet. Et alors là il faut le mettre dans le bon ordre. Ça va être le best index et le current bdate. Pas best index, pardon, ça va être best bdate. Et si ça c'est égal à -1, et bah best index c'est i. Alors là ce que j'ai fait, je répète encore une fois, la date actuelle, la date d'anniversaire actuelle c'est current bdate. La meilleure date d'anniversaire c'est celle-là. Ici on utilise leurs adresses en mémoire pour éviter d'avoir à copier les structs. C'est le même principe que ce qu'on avait plus haut ici avec ça. Ok. Et compareDate, il va nous dire si si je me suis trompé. Il va nous dire si, il va retourner -1 si elle est ultérieure à celle-là. Et donc, vu qu'on veut le plus jeune, bah, c'est ce qu'on veut. Et donc, si ça retorne -1, bah, le meilleur qu'on ait, c'est l'actuel. Et à la fin, on retourne best index. Ok, c'est bon pour tout le monde ça? Oui. Oui. Ok. Alors, Youngest Student, du coup, c'est fait. Read class. Alors, class étude, c'est un type qui nous avait fait créer au début. Et on va créer un fichier pour ça. New file. On va appeler ça class. Ok. Ici, on va mettre notre struct. Type def struct. Et là, c'est class T. Ok. Et il faut quoi comme valeur? Il faut un membre listud qui a un array dynamique d'étudiants. Ok. Donc un array dynamique, c'est un pointeur en fait. Donc on va juste avoir un array dynamique d'étudiants. Il faut que j'importe
les étudiants, student. On va avoir un arrêt dynamique d'étudiants. Hop, list stud. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir un nbstud qui est le nombre d'étudiants et haveclass qui est la moyenne de la classe. Ok. Donc on a int nbstud et double average. Hop. Et notre fonction readClass qu'on va créer tout de suite. Hop. Alors, je vais appeler ça class T. Ok. Alors on va aller dans classe.t, la classe.c, et on va créer notre fonction readClass. Alors qu'est-ce qu'on veut faire en fait on veut tout simplement utiliser notre fonction ici là qu'on avait fait. Read array student. Parce qu'en fait dans notre classe on a un. Attends, où est-ce qu'il est mon classe.h? Il est là. On va bien mettre tout ça. Ok. Dans notre classe, on a un array d'étudiants, et donc autant utiliser directement la fonction faite pour ça. Ok, donc on va utiliser read array student. Et du coup, le array. Allô? Ok. Du coup, notre array d'étudiants ici, c'est juste. Attendez, c'est juste. Pardon, c'est classe, pour ça que je vais t'embrouiller. Alors par contre, classe, est-ce qu'il va vouloir que j'appelle comme ça ma variable? Ouais, en classe. Classe list stud. Et la taille, on va partir du principe qu'elle existe déjà dans notre truc. Hop, c'est nbstud. Ok. D'ailleurs, je pense que je vais juste tester les fonctions d'abord des étudiants. Donc ici, on a read student. On va peut-être créer un array d'étudiants. Donc pour créer un array d'étudiants, mettre un S. On va faire un malloc. Donc là, on fait un malloc parce que c'est un array, là, il n'y a pas de secret. On va dire qu'il y a 2 étudiants. 2 fois size of 1 student. Ok, donc là je vais juste créer un array d'étudiants qui est vide, mais qui a une classe en mémoire qui est allouée. Ensuite on va faire read array student, hop, qui nous demande du coup voilà, l'array d'étudiants et la taille, on va mettre amount. Ok, ensuite on peut faire un printf directement, enfin un display array student. Display array student. Amount. Ok, et je vais peut-être juste mettre des espaces entre les deux. Tac. Alors on va voir nos 2 étudiants. Tac. Ok, donc là on a rempli notre information pour l'étudiant 0, maintenant l'étudiant 1. Hop, on va dire qu'il est en 2002, comme ça on peut différencier les deux. Sa moyenne, ça va être par exemple 7. Et hop. Voilà, et donc là on a nos informations pour les 2 étudiants. Ici, on voit bien que ça a tout pareil, et puis là aussi la bonne moyenne, et bon truc. Et on peut tester aussi d'ailleurs l'average. Hop, ça va être un double. Double, hop. Average student. Non, ça va être un long float. Hop. C'est juste là pour tester pour que nos fonctions fonctionnent, comme ça ça marche. Ensuite, on va dire aussi tester le youngest. Hop. Du coup, ça va être l'index, donc ça va être un int. Ok, je crois que c'est 2 fonctions qu'on avait besoin de tester. Best average et youngest student. Il y avait aussi best average. Ok. Du coup, best average on return un int. Du coup, il faut rentrer toutes les données. Hop, on va dire qu'il a 18. 2, 3, 4, machin.
BB, du coup, lui, on va dire qu'il est né plus tard. Par exemple, en 2000, Hunter Average, on va dire qu'il a 17. Et son numéro d'étudiant, on s'en fiche. Ok, donc là, on a bien les deux structs. Bon, c'est pas très lisible. Mais l'average, du coup, c'est 17,5. On a bien l'average entre 17 et 18, donc c'est bon. Le meilleur étudiant, best average, c'est 0. Donc ça, c'est l'index. Et donc, en effet, le meilleur, c'est le premier Konami, qui a 18. Et le plus vieux, c'est le plus jeune, pardon, c'est le deuxième. Et en effet, c'est bien le plus jeune, parce que le premier, il est né en l'an 1000 et le deuxième en l'an 2000. Ok, donc là, bon, déjà, on voit que toutes nos fonctions marchent. Déjà, ça, c'est bon signe. Ok. Et donc, on peut revenir à notre classe. Donc, notre classe, on va juste appeler cette fonction reader_student, on va pas se fâcher. Et normalement, ça devrait fonctionner. On va attendre de pouvoir l'afficher avant de tester. Read class, il faut aussi remplir average class. Ok. Et je pense qu'il faut aussi qu'on remplisse classe nbstud, on va dire qu'il n'est pas donné au départ. Ok, bon déjà, on va faire classe l'average. Ben, c'est average array student de la liste des étudiants en fait. Ok. On va dire que nbstud au départ il n'est pas défini. Et donc on va faire un scanf %d nbstud. Hop. Ok, bon ici je répète, nbstud c'est juste un nombre, c'est un int, c'est le nombre d'étudiants. Et donc il faut bien mettre notre scanf comme on faisait en début d'année avec les sperluettes. Parce qu'on veut bien l'adresse du nombre qui est stocké ici. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura mis notre nombre d'étudiants, bah ici on peut l'utiliser pour la taille de notre array. Et ici aussi. Et ici, je définis bien notre propriété average avec la fonction qu'on avait créée qui permet de calculer la moyenne de la liste d'étudiants. Ok. Donc là, on a fait notre fonction readClass. On va faire display et ensuite on va tester. Display class, en fait, ça va juste être un for qui va appeler à chaque fois. Bah, même pas, ça va juste être display array student. Hop, display class, ça va prendre une classe T. Hop. On va mettre ça dans le point H. Tac. Tac. Et display class, on va juste faire un display array student class. Bon, je répète encore une fois. Display array student, il nous demande un pointeur en premier argument pour le tableau. Et vu que listed c'est un tableau, bah, c'est un pointeur. Donc on n'a rien besoin de faire. En fait, on lui donne directement un pointeur et il veut un pointeur. Ok. Et ensuite, s'il demande un nombre, on lui donne un nombre. Ça, il n'y a rien besoin de faire non plus. Et ensuite, dans cette fonction, on va juste aussi faire un printf de la moyenne. Donc on y est. Average class. Hop. Et donc ça va être juste class average. Ok. Ah oui, j'ai mis un int, ici c'est un LD. Donc là, on a notre ancien code. Ok, bon, on va juste commenter tout ça. Ok, on va créer notre classe. Du coup, il faut une clé de classe. Donc, on aura notre classe stud, juste l'appeler classe stud pour éviter l'appeler classe, parce que c'est un mot réservé, je pense. Ok, donc là, c'est juste une structure. Donc, en soi, on peut la garder comme ça. Et ensuite, on peut faire read class et lui donner notre classe. Ok, et là, pareil, classe stud, c'est un classe T étoile, et read class, il nous demande un classe T étoile. Donc on n'a rien besoin de faire. Hein. Il nous demande un pointeur, on lui donne un pointeur. Tout est bon. Et ensuite, on va faire un display class. Et pareil, ici, on voit qu'il nous demande un array étoile, enfin un class T étoile.
Et class stud, c'est un class étoile, donc on va directement lui donner class stud. Tac. Ok, et si on lance ça, je pense que ça va lancer le read direct. Non. Ok, on a une erreur. Alors je pense que c'est parce qu'il faut malloc avant. Ouais, c'est ça. Juste expliquer l'erreur. Ici, vous voyez qu'on crée notre array d'étudiants et on le malloquait. C'est normal, on crée un array, il faut le réserver sa place en mémoire. Et ici, dans classe, ce que j'ai fait, mon erreur, c'était que j'ai directement lu avec cet array, sauf que je l'ai jamais malloc. Donc on va juste dire avant que c'est un student étoile malloc. Non, raté, malloc. Pour ça, il faut stdlib. Lib. D'ailleurs, ici, il nous manque stdio aussi pour le scanf et le printf. Ok. Donc là, on va juste faire un malloc de le nombre d'étudiants qu'on a fois la taille que prend un étudiant en mémoire. Pour récupérer étudiant, il faut include student. Ok. Je répète ce que j'ai fait. Ici, avant de directement lire notre array, on va le malloc, comme on ferait pour un array normal. Et donc pour ça, on a juste le nombre d'étudiants fois la place que prend un étudiant en mémoire. Hop, et ça suffit. Voilà, c'est ce qu'on fait en temps normal. Et ici, il nous dit que c'est un double. Ah oui, c'était bien F. Ok, ça va partir ça. On va dire que oui. Ok, maintenant si hop, on arrête ça et on le relance. Hop. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Ok, vous avez juste oublié d'afficher. Enter LName, donc son last name ça va être ça, sa bitdate 01-2000, sa moyenne 18, son nombre on s'en fiche. Ah, parce qu'au début il m'a demandé la taille de. Bon, ok. On va rajouter un printf ici parce que du coup c'était pas clair. Student amount. Ok. J'ai oublié de donner la classe stud, c'est pour ça. Du coup, student amount, on va dire par exemple j'en veux 2. Voilà. Donc là, je peux créer mon premier étudiant qui est né par exemple en 0101-1000. Il a 18 de moyenne. Ça, c'est son numéro. Ensuite, je fais mon deuxième étudiant, Monsieur B, 0101-2000. On va dire qu'il a 14 de moyenne. Ça, c'est son numéro d'étudiant. Ok. Ensuite, du coup, il me les affiche bien. Comme on avait dit ici, là, display class. Il va m'afficher le premier avec toutes les bonnes informations. Le deuxième avec les bonnes informations. La moyenne de la classe, 16. Entre 14 et 18, c'est bon. Et voilà. Là, on a fini le truc sur les classes. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Ouais. Ok. Et du coup, voilà, c'est parfait. Ici, pour rappel, j'utilise bien les flèches parce que c'est un pointeur vers la classe. Classe, c'est juste un struct, c'est pas un array. Ok, ici, pareil. Voilà. Ensuite, il nous demande de free. Ouais, parce que list stud, c'est un array dynamique. Et donc, une fois qu'on a fini de l'utiliser, il faut le free. Et donc, on va créer une fonction pour ça. Peut-être un peu overkill, mais ok. Class T. Tac. Et donc là, il faut juste free. Hop. Hop, si on récupère notre classe. Hop. Et il faut juste free l'adresse de notre liste. Voilà. Free prend une adresse pour qu'il sache exactement ce qu'il a besoin de free. Et voilà, donc là c'est notre liste. On récupère son adresse et on free ce qu'il y a à cette adresse. Et donc une fois qu'on a fini notre programme, free class stud. Voilà. Ok. Du coup, on peut faire un array de structure dynamique si ça vous va. Juste une question. Ouais. Est-ce que students, faut que tu le free aussi, non?
parce que tu le mets malloc, non? Euh, Bon, là, tu l'as mis en commentaire, mais... Ici, oui, ici, il aurait fallu le free aussi en Ok. théorie. Ok. Ici, j'aurais dû faire un free de l'adresse de student. D'ailleurs, je pense que je vais poser l'adresse. Hop. Hop. Aligne-toi, voilà. Ouais, totalement. Ok. Alors, un array de structure dynamique. On n'a pas vraiment. Enfin, moi, nous, en cours, je crois pas qu'on ait vu exactement ce que c'est une structure dynamique, mais on va voir exactement ce qu'il nous dit de faire. Déjà, il nous dit on va manipuler un array de pointeurs sur des structures. Donc là, on avait quoi dans classe H? Par exemple, on avait un array de structures directement. Pareil ici, on avait un array de structures. Là, ça va être un array de pointeurs sur des structures. Bon, me demandez pas ce que c'est l'avantage, je ne sais pas vraiment. Mais on va faire ça. On va écrire une fonction qui retourne un étudiant et qui fait quoi? Qui retourne un pointeur sur une structure de type étudiant qui est alloqué dynamiquement par la fonction. Ok, bah, go faire ça. On va mettre ça dans student, dans le point H d'abord. Ok, student. Donc, juste mettre void, comme ça on précise bien qu'il n'y a pas d'argument. Ok, donc là on voit bien qu'il retourne un pointeur sur une structure, donc on va faire ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut retourner ici? Déjà, il faut créer ce qu'on va retourner. Donc on va dire par exemple c'est un student stud, et on va le malloc. Malloc, il faut stdlib. Hop. D'ailleurs, on arrive à voir tous les scanfs sans stdio, donc parce qu'il doit être inclus ici, je pense. Ah, c'est ça. Ok. Donc on va malloc juste un étudiant, donc c'est 1 fois la taille d'un étudiant, et on va retourner stud. En théorie, on pourrait directement retourner ça. Hop, on pourrait faire ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? En théorie, on pourrait directement retourner ça, mais autant créer une variable intermédiaire, ça permet de mieux comprendre. Ok, donc en fait, on va créer un pointeur sur un étudiant. Et donc là, vu qu'on crée un pointeur sur l'étudiant, il faut bien le malloc, par contre. C'est comme quand on crée un array. Et on va le retourner. Ok, donc on va faire notre fonction créer étudiant, ça c'est bon. Il faut changer le membre list stud de classe stud, ok, pour que ce soit un array. Vous voyez que c'est un array de pointeurs sur des étudiants. Non pas juste de faire un student étoile, parce que ça en a déjà. C'est un array sur un pointeur d'étudiants. Du coup, qu'est-ce qu'il faut modifier ici? En fait, il faut juste rajouter une étoile. Voilà, comme ça on a un array sur des pointeurs. Du coup, il faudra modifier plein de trucs ici, parce que list stud, c'est plus du tout bon. Ok. Du coup, ici, on malloc, ça c'est toujours bon. On peut juste le lancer une fois, comme ça il nous aide. Voilà. Ok. Oui, non, évidemment, ici, du coup, il faut créer en fait, list stud, vu que c'est un pointeur sur une liste, enfin, c'est une liste de pointeurs de trucs, et ben, il faut mettre 2 étoiles, comme on a précisé ici. Du coup, ici, on crée une liste de pointeurs. Donc, il faut préciser qu'on veut la taille d'un pointeur et pas la taille d'un étudiant. Ok. Ensuite, ici, list stud, du coup, on veut récupérer sa valeur. Ok, parce que maintenant, sinon, ça va être un pointeur de pointeur. Et lui, il demande juste un pointeur. Donc, il faut récupérer la valeur. Vous comprenez pourquoi? En fait, on a un pointeur. On a un pointeur qui pointe vers un pointeur. Donc, hop. Et en fait, ça va être un tableau de pointeur. Et qui pointe vers une valeur. Et reader et student, en premier paramètre, il nous demande juste un pointeur vers une valeur. Donc, il faut récupérer la valeur de ça. Et pour récupérer la valeur, eh ben, on utilise l'étoile. Donc, en fait, ça va récupérer la valeur de ça. Donc, ça va nous donner ça. Ok? C'est clair ou pas?
C'est le même principe. Ici aussi. Ok. Et ok. Est-ce que ça marche? Hop, on va tester ça. Student amount, on va mettre 2. Fill information A. Ok, ça c'est pas ouf. Ah oui, parce que du coup, ici, évidemment, on a créé un. Oui, c'est évident. Ici, on a créé une liste de pointeurs sur des étudiants et on n'a pas malloc cette liste. Donc en fait, on va juste faire for int a = 0, a est plus petit que classe nbstud a++. En fait, pour chaque élément de la liste, et ben on va malloc un étudiant. Et donc on va faire list stud index i. Ok, c'est égal à create student. Voilà. Donc maintenant quand on fait 2, on mettra le nom, ok, il met pas d'erreur, 0101 1000, hop, une 18, enter number, hop, B, 0101 2000, hop, 18, hop. Voilà. Et free, le free, ah oui, du coup, évidemment, le free, il prend pas l'adresse, il prend directement le pointeur. Et voilà. Je pense même qu'on pourrait faire un free de chaque élément de la liste. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou des trucs que vous ne comprenez pas. Je vais revenir quand j'aurai fini mon free, là, je reviens dessus, mais si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un for qui va parcourir tous nos étudiants. Et pour chaque étudiant, on va malloc ce qu'il a pris en mémoire. Et ensuite, on va malloc, on va free ce qu'il a pris en mémoire. Et ensuite, on va free l'array. Et donc ici, j'entre pour un étudiant, A, 0101 2000. Sa moyenne c'est 18, hop, son nombre on s'en fiche. Il n'a pas réussi à free. Pourquoi? Ça m'aide pas du tout. Ok, liste stud, attendez. Liste stud, c'est un pointeur de pointeur. Est-ce qu'il faudrait mettre ça? Attendez, parce que je suis pas sûr de pourquoi ça fait ça. Hop. Ok, c'est ça. Du coup, je reviens sur ce que j'ai fait. Du coup, ici, on a notre liste de pointeurs sur des étudiants. Donc en fait, c'est un peu comme une liste de dimensions. Sauf que la deuxième liste, à chaque fois, sa taille, c'est 1. Donc on a une liste de pointeurs sur des étudiants. Donc pour chaque élément de la liste, il faut allouer un pointeur. Et ensuite, pour chaque élément de la liste, dans ce pointeur, on va y mettre un étudiant. Et notre create student, si on regarde ce qu'elle fait, elle malloc la taille d'un étudiant. En fait, c'est comme si on faisait une liste en 2 dimensions, sauf que la deuxième dimension, à chaque fois, elle faisait 1. Ensuite, on lit notre classe. Ici, il faut bien récupérer la valeur de la classe, parce que on nous demande un pointeur vers la liste. Ici, pareil. Ici, pareil. Et ici, on va free en 2 temps. D'abord, on va free la deuxième dimension, en fait, chaque élément de la liste, et ensuite, on va free la liste en elle-même, la première dimension. Ok, c'est bon pour tout le monde, il y a des questions sur les pointeurs de pointeurs. C'est bon? Ouais. Ok. Quelles sont les conséquences? On s'en fiche. Avoid the function, programme main, donc nous ça marche, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, files and structures, ça honnêtement, on n'a jamais vu ça en cours, et je pense pas qu'il y aura ça au DE. Donc s'il n'y a plus de questions sur les étudiants et les listes de structures, les structures, tout ça, je peux peut-être répondre à vos questions, ou alors on peut voir les linked lists. Je sais pas ce que vous préférez.
Ou on peut faire les deux. Hein. Tu pourrais faire un partage de ce que tu as écrit pendant le cours. Tu veux que je mette tout ça sur... que je vous donne Ouais. tout ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, je vais le faire maintenant, comme ça, j'oublie pas. Hop. Non, c'est pas là, c'est ici. C'est réussi 2. Hop. Je vais prendre ça. Dedans, il y a tout. Compresse. Tac. Je vous le donne dans programme CDoc. Première partie. Cours d'aujourd'hui. Hop, c'est bon. Du coup, si je comprends bien. Ah, excuse-moi. Attends. Ouais, mais c'est pas grave. Allô? Ouais. Ok. Pour la toute dernière partie, là où on devait faire un pointeur sur un array, il faut. Enfin, tu peux juste résumer comment on fait globalement. Ouais, alors déjà le premier truc qu'on a fait c'est changer la structure ici, parce que du coup c'est un array de pointeurs. Donc en gros, c'est genre, dit grossièrement, on rajoute une astérisque à chaque fois, non? En gros, ouais, c'est ça. C'est juste du coup sur le malloc où ça va un peu changer, parce qu'il faut malloc les 2 dimensions, quoi. Ah oui, on pointe sur un array, c'est ça? Non, en fait, on a un array qui pointe sur des structures. Attends, je peux peut-être... Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. C'est bon? Ok. Pourquoi alors les arrays sont en 2 dimensions? Je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il veut qu'on fasse ça. En fait, faire un array qui pointe sur des pointeurs, ça revient à faire un array en 2 dimensions. Bah attends, je pense que je peux... Ah oui, ok. Alors, Parce que genre un array, c'est déjà un pointeur en soi, non? Ouais, c'est ça. Ah ok. Ok. Ok, merci. Cool. Ok. Et du coup, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut peut-être voir les linked list. Je sais pas si ça vous dit. Je sais pas sur SAOTE, la prof hier, elle avait dit qu'elle était pas sûre. Perso, je voudrais bien, ouais, parce que. Enfin, Ouais. même si la prof, elle avait dit que c'était pas sûr, je pense qu'il y a quand même une bonne proba qu'on en ait. Ouais, c'est possible. Puis même ça va faire réviser les structures, parce qu'en soi, c'est un peu comme des structures normales, vous allez voir. C'est juste que c'est c'est utilisé comme un moyen de stocker des données, mais en gros, c'est des structures normales. Ok, on va juste faire linked list if réussite. Hop. Ah merde. Cancel. Hop. Tac. Ok, create. Mec, pour les linked list, tu vas traduire ce qu'il y a dans le cours d'Algo pardon. Non, je vais faire avec les structures, parce qu'avec les doubles oreilles, Okay. j'avais déjà le... Ok, genre tu vas faire insert head, insert tail, comme ça? Ça va être avec des structures, ouais. Ok, ça marche. Okay. Que tu penses qu'il y aura linked list et structure en même temps? En fait, les linked list à la base, c'est censé être des structures. C'est une structure qui va ressembler... alors attends, le temps que je retrouve. En gros, ça va être une structure qui va avoir sa valeur actuelle, donc par exemple un int, et une référence vers le deuxième. Donc par exemple, si chaque struct s'appelle node, ça va être une référence vers le next. Voilà, ça c'est le schéma de base d'une linked list. Le truc qu'il nous a donné en algo avec les doubles oreilles, c'est pas vraiment une linked list. C'est comme ce que les profs avaient dit dans le chat là. C'est en gros, ça va donner le même résultat qu'une linked list, sauf que c'est pas une linked list en soi, c'est juste 2 tableaux qu'on synchronise. Voilà. Et donc, on sait en soi faire les 2 tableaux. Ça va pas être le plus compliqué, ça va être juste la logique et de comprendre comment ça marche. Mais si vous voulez comprendre, vous avez déjà le truc d'algo qui était expliqué. Et vu qu'au pire, il avait déjà expliqué en algo comment ça fonctionnait pendant le DE, je pense que s'il remet ça, il va peut-être réexpliquer. Enfin, j'espère en tout cas. Ok, ça marche. Voilà. Je vais juste voir avec les structures, parce que comme ça va nous faire réviser les structures. Et c'est le schéma le plus courant et le plus simple aussi. Ok. Alors, je vais juste ouvrir ça de côté. Hop. Ok. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est... du coup, j'ai pas de support pour m'aider, je vais faire ça un peu YOLO. Mais en gros, ça va être à peu près pareil que ce que le prof avait fait en cours. J'espère. Ok. Alors, premier truc qu'on va faire, comme j'ai dit, c'est de créer notre struct qu'on va appeler node, qui va contenir une valeur
et qui va contenir une référence à notre next. Alors j'aurais pu faire un type def, mais il me semble quand c'est... attendez, je vais juste tester ça en même temps. Je pense pas quand c'est... on puisse faire ça. Là, si je fais tac, il va me dire... ah, ça marche. Ok, bah go faire ça alors. Je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Ok. Bon bah du coup c'est bon, ça marche, tant mieux. Donc on a notre struct ici, qui a une valeur et qui a une référence vers un autre struct, donc vous voyez que c'est un type récursif. Voilà, qui a une référence, donc c'est juste un pointeur vers le next. Ok. Chaque élément de notre linked list, ça va être un node. Et voilà. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est déjà d'allouer notre liste. Alors notre liste, tout ça, ça part d'un head, donc du début, parce qu'ensuite pour aller aux éléments suivants, il faut juste suivre la liste. Il n'y a pas besoin d'avoir un array. Ok, donc on va juste créer notre premier élément, à partir duquel on va pouvoir accéder à toute la liste. Donc notre premier élément, ça va être un pointeur vers un node, qui va au début être nul par exemple, mais je pourrais le... Enfin on va le malloc directement. Hop. Voilà. Malloc, include. Hop, malloc. Ok. Donc le premier élément, ça va être un node. Ok, donc on va bien le malloc parce qu'ensuite on va directement lui donner une valeur. Par exemple, on va dire que sa valeur à lui, c'est 3, par exemple. Et son next, et ben, ça va être rien du tout parce que c'est le premier et le dernier élément de la liste. Ok. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Ici, je répète, on met les étoiles, enfin les flèches, parce que c'est un pointeur vers la tête. C'est pas directement la tête. C'est pas sa valeur. Donc il faut bien d'abord récupérer la valeur, puis accéder à la propriété valeur, dans laquelle on va mettre 3. Et pareil ici dans next, on va mettre nul. Ok. Ensuite, par exemple, si je veux définir le deuxième élément, donc du coup le suivant. Marco, fais-toi. Ok, donc le suivant, ça va être... en fait, ça va être exactement la même chose. Ça va être un node, et donc il faut d'abord l'allouer. Hop. Hop, size of node. Hop. Voilà, parce que là on dit qu'il est nul. On dit que c'est séparé, hein, ici. Hop. Voilà, là, on dit qu'il est nul, et donc ici, on va l'allouer, et ensuite on va pouvoir définir donc sa valeur. Ok, et c'est bien la valeur du suivant, parce que head c'est le premier, et nous on veut le deuxième, donc c'est le next. Et ensuite, celui-là, son next, ça va être rien du tout. Et voilà. Donc maintenant, on a bien notre premier élément qui vaut 3, on dit qu'il n'a pas de suite, ok. Ensuite on fait autre chose, ensuite on dit que... on retrouve sur notre problème. Ouais, c'est parce que ça va laisser aller poser problème. Attendez, juste tester si ça fait... si je fais comme ça. Hop, struct node. Et qu'ensuite, je fais... Enfin, on va appeler ça node A, juste pour tester. Hop, type def. Struct node A, node. Là, ça fonctionne ou pas? Ok. En gros, c'est parce que c'est pas ce qui me semblait. On peut pas faire de type récursif directement comme ça en C. Donc on va juste créer notre struct qui s'appelle node, qui se récurse lui-même. Et ensuite, on va dire que notre type def, du coup là c'est node T pour le type def, c'est notre struct node. Voilà, en gros ça change rien, c'est juste pour que C puisse nous laisser faire du récursif. Du coup ici il faut que je change pour mettre le nouveau type def. Ok. Donc du coup je répète, ici on alloue la première valeur, on lui met 3, il n'a pas de suivant, on fait des trucs. Ensuite le suivant, on lui réserve une place en mémoire. On dit que sa val, ça va être 4 par exemple, et on dit qu'il n'a pas de next. Et voilà. Donc là, on a fait une linked list de 2 éléments.
Ok, ensuite, on va faire un truc pour l'afficher. On va faire un print list. En soi, l'idéal, je vais d'abord appeler la fonction, même s'il n'existe pas encore, ce serait de print list avec la tête. Alors pour ça, on va avoir un void print list, parce qu'elle ne retourne rien, notre fonction, elle va juste afficher. Qui va prendre donc la tête, et qui va afficher chaque élément. Alors là, on peut pas faire un for, parce que c'est pas aussi simple, enfin, soit on pourrait, mais on connaît pas, enfin on pourrait pas d'ailleurs, parce qu'on connaît pas le nombre d'éléments dans la liste, on connaît juste le premier. Donc on peut pas faire de for. Du coup, on va juste faire un while. Et donc pour ça, on va créer d'abord un élément qui est notre élément actuel. Ok. Et ensuite, tant que notre élément actuel n'est pas nul, donc tant qu'on n'est pas à la fin, et ben on va afficher ok, printf. C'est un nombre, on va faire printf, hop, current val. Et current, c'est égal à current next. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'en fait, au début, on dit donc que que le nœud qu'on affiche actuellement, c'est le premier. Si c'est pas nul, et ben on affiche sa valeur, puis on passe au suivant. S'il est pas nul, on affiche sa valeur, puis on passe au suivant, et ainsi de suite. Donc au moment où c'est nul, ça va sortir du while, et hop, on aura fini d'afficher. Et ici, vous voyez qu'on demande un node T étoile, donc un pointeur vers un node. Et head, c'est un node T étoile. Donc ça tombe bien, ici on n'a rien besoin de modifier. Hop, on nous demande un node T étoile, on donne un node T étoile, tout est bien. Et maintenant, si on lance, hop, on a 3 et 4. Pourquoi? Parce qu'ici, notre valeur c'est 3 et le suivant c'est 4. Ok, ça va pour tout le monde ça déjà? Oui. Ouais. Ok. Alors ensuite, on voudrait faire une fonction pour par exemple, ajouter à la fin de la liste parce que à chaque fois faire des next c'est pas pratique. Donc on va faire une fonction qui va s'appeler par exemple void push to end. Hop. Push to end. Ça va prendre la tête. Ça va prendre la valeur qu'on veut mettre. Et alors là, vu qu'on ne connaît pas la taille de la liste et qu'on veut ajouter à la fin, ben en fait, on est obligé de parcourir toute la liste pour arriver à la fin. Ok, vous comprenez pourquoi? On ne peut pas directement dire d'aller à la fin. Du coup, et ben en fait, on va faire quasiment la même chose que ça. On va faire un node d'étoile qui va être parce qu'en fait, ça va nous servir de parcourir la liste. Tant qu'il y a un suivant, donc tant que le suivant n'est pas nul, et bah, donc en gros, tant qu'on n'est pas à la fin, quoi, et bah, tu vas au suivant. Ok. Et maintenant, on sait que current, ça va être la fin. Et donc, on peut dire que ça va être le dernier élément. Donc, on peut dire que son suivant, bah, en fait, ça va être pareil qu'ici. On peut dire que son suivant, ça va être un malloc. Hop. Puis, son suivant, sa valeur, ça va être la valeur qu'on a donnée en paramètre. Et son suivant, ça va être rien du tout. Ok. En gros, on a fait pareil qu'ici, sauf que pour arriver à next, on a dû faire une boucle. Et voilà. Et donc maintenant, si je fais par exemple push to end, je donne la tête. Encore une fois, on demande un node T étoile, notre head, c'est un node T étoile, donc on peut directement la donner. Hop, et je mets 5, comme ça fait 3, 4, 5. Hop, et donc là on a 3, 4, oui, parce que peut-être que j'affiche la liste après. Hop. Je vais juste mettre un séparateur, parce que sinon on va pas comprendre. Ok, donc là on a bien 3, 4, puis 3, 4, 5. Ok, c'est bon pour tout le monde, push to end. J'ai une question, moi. À la place des. Tu sais, tu mets des flèches à chaque fois, tu peux pas mettre des points, genre par exemple current.next. En fait, non, c'est pareil que tout à l'heure quand on avait les étudiants. C'est que head ici, c'est un pointeur vers un node. Et donc du coup, en fait, ça va être une adresse en mémoire. Par exemple, ça va être 5000. Et tu peux pas accéder à la valeur next de 5000, parce que 5000, c'est juste une adresse. Et donc pour ça, il faut que tu récupères la structure qui est dans l'adresse 5000 et son suivant. Et donc pour ça, il faut faire une flèche. Si tu fais juste .next, bah, tu vas accéder à 5000.next. Ça n'existe pas.
En fait, faire une flèche, ça revient exactement au même que de récupérer la valeur qui est dans cette adresse, donc de récupérer la structure en fait, puis d'appeler sa valeur. Ok. Ok, parce que dans mon projet ancien de mémoire, tu sais, vu qu'on avait la face, point la colonne, point la ligne, bah moi ça avait fonctionné en faisant des points. Bah, c'est parce que tu dois passer directement la structure sans passer un pointeur vers la structure. Ouais, si tu fais ça, là, faut que je mette des points partout. Là, il va me mettre plein de problèmes. Mais voilà. Du coup, tu as dû faire comme ça. Mais en soi, oui, les deux sont possibles. Hein. C'est juste que là, on a un pointeur vers une structure, donc il faut utiliser les flèches. Ok. Et juste pour ceux qui savent pas, put, c'est comme printf, sauf qu'on peut pas mettre, on peut pas insérer de variables, genre on peut pas faire des %s tout ça, et que ça ajoute automatiquement un retour à la ligne à la fin. Donc voilà, je vais peut-être l'utiliser pas mal ici pour faire des séparateurs comme ça. Ok. Donc on a un push to end. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, un push to start, un push to head, un push to core en fait. Alors, avant d'ajouter au début, faut savoir ce qu'on va faire. Et alors, il y a 3 choses à faire. La première, ça va être début de créer un node. On va juste créer un node, voilà, le malloc. Créer un node, ça veut dire malloc. Ok. Et donc, il va être relié à rien. Relié à rien. Ok. Ensuite, on va mettre son next. Donc, on va définir son next comme étant la tête actuelle. En gros, c'est pour l'ajouter avant la tête. Ok. Et ensuite, la troisième étape, ça va être de modifier le head global ici pour qu'il pointe 20 sur le nouveau head, sur le nouveau tout premier élément, parce que sinon il va pointer vers le deuxième élément. Donc modifier le head global en quelque sorte. Et alors, pour modifier ce head global, ça va être compliqué parce que vous voyez que notre variable, elle est définie ici, et que nous, on va la modifier dans notre fonction. Alors pour ça, on pourrait faire de 2 manières, et je vais faire les deux. La première, ça va être de retourner le nouveau head, et comme ça, quand tu crées un node, et en même temps, tu vas redéfinir le nouveau head. Vous allez comprendre. En gros, ce qu'on aura à la fin, ce sera head est égal à push. On n'a pas encore la fonction, donc elle n'existe pas. Mais en gros, on va pusher à head, et on va dire que sa valeur, par exemple, c'est 2. On va mettre push start. Ok, et on va mettre return parce que c'est celle qui return. Ok, donc du coup, elle return pas du tout du void, elle return un head. Donc c'est un node T étoile, comme ici en fait. Push start. Du coup, elle prend le head actuel, donc c'est un node T étoile encore une fois, et une valeur qui est un int. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va suivre nos 3 étapes. Push start ret. On va suivre nos 3 étapes. On va d'abord créer un node qui est relié à rien, qu'on va juste le malloc quoi. Node T, new node, ça va être un node T malloc size of node T. Ok, donc là il est créé en mémoire. Ensuite, on va faire notre étape 2. On va faire un new node, sa valeur. Donc là pareil, un new node, c'est un pointeur vers un node, donc il faut utiliser une flèche. New node val, ça va être la valeur qu'on lui a demandé. Et new node next, là ça va pas être nul, ça va être le head actuel. Ok, en gros c'est pour l'ajouter avant le head. Et ensuite, du coup, le nouveau head, c'est notre nouvel élément, vu qu'on l'a ajouté au début. Et donc on veut return ça. Return new node. Ok, et new node d'ailleurs, vous voyez que c'est bien un node T étoile, et qu'on return un node T étoile, donc ça correspond. Tout est bon. Ça c'est un moyen de vérifier, d'ailleurs en C c'est pratique vu qu'il y a les types. Vérifiez toujours que par exemple, quand vous forcez malloc à être de ce type-là, c'est le même type que votre variable. Quand vous retournez quelque chose, c'est bien le type que vous avez défini en haut, etc. Ça peut aider à trouver des erreurs. Et voilà. Du coup, est-ce que tout le monde comprend comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que j'ai dû retourner la nouvelle tête?
Oui. Ok, alors je vais juste refaire un printf. Je vais faire un puts. Hop, on va afficher la nouvelle liste. Du coup, au début, on a 3, 4. Ensuite, on ajoute à la fin 3, 4, 5. Et ensuite, on ajoute 2, 3, 4, 5. On ajoute au début. Et du coup, c'est bon. Et du coup, la deuxième manière, c'est que plutôt que de retourner et de assigner nous-mêmes, et c'est la fonction qui va le modifier. Et donc pour ça, il faut donner un pointeur vers le pointeur. Donc vous allez comprendre. En gros, ça va être quasiment la même chose. Je vais juste faire un modify parce que c'est celle qui modifie. Hop. Elle return du coup rien. Et elle prend un pointeur vers un autre pointeur. Ok. Juste ici pour montrer à quoi ça va donner à la fin, on va faire juste en fait un push start modify. Et ok, c'est pas mis à jour. Et on va prendre du coup notre head et on va mettre 1. Et alors je décortique ça. Bon, attendez, d'abord je vais juste finir la fonction. Donc en gros ça fonctionne pareil. On crée un nouveau node. On lui donne une valeur. On lui dit que le suivant c'est head. Et d'ailleurs ça change un peu. Le suivant c'est la valeur qui est pointée par head. Okay. Parce que là, head en fait ici dans notre cas, head ça va être un pointeur vers la structure. Et donc du coup, ici il faut bien donner connect, c'est A. Donc c'est bien la valeur de head. Ok. Quand on met l'étoile ici, ça récupère la valeur de ça, donc ça donne ça. Et next, on veut que ce soit ça, donc c'est bon. Ok, ensuite on retourne rien du coup. On va juste modifier head directement sans rien demander à personne, en modifiant sa valeur pour que ce soit le nouveau node. Ok. Donc là pareil, on dit que sa valeur, donc en gros ça, et c'est notre nouveau node qu'on vient juste de créer. Voilà. Et du coup, ici, si je prends l'adresse, c'est parce que en fait, c'est pour créer ce P là qui est avant. Parce que de base, head, ici, ça va juste être un pointeur vers le struct, comme c'est marqué ici, un pointeur vers un node T. Et du coup, si je prends son adresse, ça va prendre l'adresse du pointeur. Donc en fait, ça va me créer un pointeur vers le pointeur. En fait, du coup, SPRBet head, ça va être un pointeur vers la struct. Ok, tout le monde comprend bien? Ouais, c'est clair. Ok, attendez, je vais juste faire un truc. C'est bon. Ok, donc on a ajouté un truc au début. D'ailleurs, si je printf là, ça va t'es bien 2 et 1 au début. Hop, voilà, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant on pourrait faire un truc pour retirer, et je pense que ce sera bon. On aura fait déjà pas mal de trucs. Ok, alors retirer, on va faire retirer à la fin d'abord. On retire au début ensuite, ce sera plus compliqué. Du coup, on retire à la fin. Donc, ok. En fait, ça va être ça va être assez simple. En fait, ça va juste être une fonction qui retourne rien, qui va faire remove last. Ça va prendre la liste en paramètres. Enfin, du coup, j'ai la tête. Ok. Ensuite, on va dire que alors dans le remove, faut pas oublier de faire des free aussi. Hein, vous allez voir. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est que si il y a qu'un seul élément dans la liste, et ben on va juste le free et return. Ok. S'il n'y a pas de next, et ben on va juste free la tête et return. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'ensuite, pour enlever le dernier item, en fait, on va aller à l'avant-dernier. Alors pourquoi? Parce qu'imagine qu'on a une linked list qui fait hop là. Là, c'est pas des pointeurs, mes flèches, c'est juste ma liste chaînée. En fait, on va aller jusqu'à. En fait, ce qu'on veut, c'est supprimer celui-là et supprimer ce lien entre les deux. Et donc pour ça, il faut se positionner ici pour pouvoir avoir accès au suivant. Parce que si on se met là,
on n'a pas accès au précédent, et du coup on peut pas supprimer ce lien. Ok, donc il faut bien aller à l'avant-dernier. Donc du coup on va parcourir toute la liste, et jusqu'à ce qu'on soit à l'avant-dernier. Donc pour ça, comment est-ce qu'on fait? Pour parcourir la liste, on va faire pareil que tout à l'heure, on va faire un current. Noter current, c'est on commence au début, hop. Et ensuite, tant que, donc là par exemple on est au tout début, tant que le suivant du suivant, voilà. Donc là c'est pour avoir de plus loin, pour savoir quand est-ce qu'on est à l'avant-dernier. Tant que le suivant du suivant n'est pas nul, et bah current, c'est current.next. Alors j'explique par exemple ici, puis on est ici. Si celui-là n'est pas nul, bah ça veut dire qu'on n'est pas à l'avant-dernier, en effet, et donc du coup on va avancer. Ensuite on va être là. Celui-là, il n'est pas nul, parce que c'est bien next, next. Et bah du coup on n'est pas à l'avant-dernier, en effet c'est bien vrai, et donc on va avancer. Ensuite ici, on va aller ici, et là, bah il n'y a rien, il est nul, et donc on est bien à l'avant-dernier, et en effet on est bien à l'avant-dernier. Ok, donc ça, je vais mettre un commentaire ici. Avance current à l'avant-dernier pour retirer le dernier élément. Et voilà. Ok, maintenant qu'on est à l'avant-dernier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste hop, si je réduis tout ça là, hop, pour avoir accès à la structure, tac, tac. Hop, hop. Ok, il faut juste free le next. Donc on va faire un free de current next. Comme ça, mince, j'ai supprimé mon schéma avec les O là. O. Ok, en fait on va free le next, donc celui-là on va le supprimer. Et on va dire que on va supprimer les liens symboliques maintenant, que le next c'est nul. Ok, donc le free, celui-là, ça va l'enlever de la mémoire, donc là on n'a plus rien. Et ensuite, vu qu'on pointe vers plus rien, et ben on peut supprimer les liens symboliques et hop, on le met à nul. Avec un virgule, c'est mieux. Ok, c'est bon pour tout le monde cette fonction remove last? Oui. Ouais. Par exemple, si je fais remove last, hop, printf, put. Tac, on vérifie que ça marche à chaque fois. Hein. On a bien ici le 5, et après remove last, on n'a plus du tout de 5. Donc ça marche. Ok, maintenant on va juste faire un remove beginning. Je pense après, je vois plus trop ce qu'on pourrait faire. Donc pour enlever au début, on va avoir un peu le même problème que ici, c'est qu'il va falloir changer le head. Donc il va aussi falloir faire un truc qu'on return ou un truc qu'on modifie. Bon là c'est un peu au choix. Hein. On va faire les deux, comme ça on teste toutes les possibilités. Hop. Ok. Peut-être les laisser comme ça vous pouvez les voir en même temps que je code. Tac. Ok. On va faire un remove first du coup. On va faire le premier qui va retourner le nouveau head. Donc c'est celui qui va return. Return pull remove start return. Il va prendre du coup la liste et pas besoin de valeur. Ok, donc déjà le premier truc à faire c'est que s'il n'y a pas de premier, si premier c'est nul, oula, si premier c'est nul, et ben on return rien, on return nul. Ok. Et ensuite on va créer. Alors là oui, ça va être un peu plus chaud à expliquer. Alors je vais faire un schéma parce que ok. Faire un schéma sur Word, parce que je sais pas faire autrement. Hop, mettre en grand. Vas-y, n'hésite pas. Ah, ça change. Okay. Bref, du coup, insert, on va faire notre linked list avec des ronds, comme j'avais fait. Hop, tac, tac, hop, on va en créer plusieurs. Hop, hop, hop. Ok, on a aussi des flèches. Shape, flèche, hop. Tac, tac, tac. Ok, alors pour enlever le premier,
Ce qu'on veut faire, c'est free celui-là et définir le head à celui-là. Alors le head, je vais juste le marquer avec un petit truc comme ça là. Hop. Je peux pas mettre du texte à l'intérieur. Bref, ça c'est le texte. Ok. Juste mettre moi d'une autre couleur pour qu'on puisse comprendre que c'est le head. Hop. Ok, donc ça c'est notre head. Pour le moment, il pointe vers ici. Mais sauf que si on free celui-là, et ben on veut plus qu'il pointe vers là, on veut qu'il pointe vers ici. Ok. Sauf que le problème, c'est que si on supprime celui-là et celui-là, et ben notre head il pointe pas vers le bon élément et on n'a rien qui nous pointe vers le deuxième. En fait, on a perdu le deuxième. Du coup, on peut plus dire que head est égal à celui-là parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'il est celui-là en mémoire. Du coup, ce qu'il faut faire avant de supprimer celui-là, c'est de faire une copie, enfin en fait de savoir où est-ce que celui-là est. Ok, donc en fait on va le mettre en mémoire en attendant. On va dire que le deuxième, on va sauvegarder sa valeur. Hop là, ça va être un pointeur du coup. Comme ça après on peut supprimer celui-là et celui-là. Et ensuite pour savoir où est-ce que head il doit pointer, on peut juste regarder le pointeur sur le deuxième. Et hop, on peut replacer notre head. Ok, alors comment est-ce qu'on va faire ça? En fait on va juste garder une référence sur le second node. Donc ça va être le deuxième en fait, donc head next. Voilà, deuxième élément. Ensuite, on va dire qu'on va free notre head. Tac. Et on va retourner notre second node parce qu'ici on a dit qu'on refaisait par retour. Ok, donc là on sauvegarde où est-ce qu'est notre deuxième élément en mémoire, comme ça on ne le perd pas. Ensuite, on supprime notre premier élément et on retourne là où est notre deuxième élément. Ok, maintenant si je fais hop, on sépare. Maintenant si je fais un remove start avec un return, il faut bien redéfinir le head au nouveau head qu'on a calculé. Et on est good to go. Ok, donc ça c'est la façon return. Et voilà, et donc maintenant on va faire avec si on faisait un modifier. Du coup si on modifie ça retourne rien. Comme pour tout à l'heure, ça retourne un pointeur vers le head, parce qu'il faut modifier le pointeur. Si la valeur du head est nulle, on return nul. Enfin on return rien du tout, parce que elle return rien, c'est tout le temps. Juste on arrête ici. Ok. Ensuite, ici, c'est pas head next, parce que là d'ailleurs on a un problème où il faudrait faire une double flèche. Parce que là en fait head c'est juste un pointeur. Hein, c'est un pointeur vers un pointeur, donc quand on utilise la flèche ça revient à être un pointeur. Donc il faut bien récupérer sa valeur avant. Ensuite on free pas le pointeur, on free ce qui est pointé par le pointeur. Et on modifie head, donc on modifie sa valeur en mettant notre deuxième node. Voilà. En fait c'est pareil, sauf que au lieu de retourner ce qu'il faut modifier, et on le modifie directement ici. Et voilà. Et donc maintenant si ici je fais un remove start. Mec, sur internet, j'ai regardé, ils utilisent des redval. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Redval, c'est-à-dire c'est une valve val. Ouais, genre ils mettent, par exemple pour le remove, remove head, ils mettent genre redval est égal -1. Et ensuite, juste après le next. Envoyez bien s'il te plaît. Ouais, je t'envoie le lien. Ok. Tu peux juste réexpliquer en balle comment c'est si au début on définit avec void ou avec le pointeur sur la structure? Ouais. En fait, si tu veux retourner le node ou le modifier sur place, ça c'est à toi de décider. Mais ensuite, la valeur de return, c'est juste que ici, on a décidé qu'on allait retourner le nouvel head, comme ça, c'est à l'utilisateur de se débrouiller pour mettre à jour son head. Et donc du coup, vu qu'on retourne un node, on retourne un pointeur sur un node. Alors qu'ici on retourne rien, donc Ok, c'est void. Merci. Alors, je lis autre lien. Ok. Adding, non, removing. Redval -1.
que s'il n'y a pas de valeur. En fait, je comprends pas d'où ça vient le Redval et s'il est utile ou pas. En fait, j'ai l'impression. Ok, non, en fait, Redval, c'est juste la valeur de l'élément qui a été supprimé. Ça sert juste à renvoyer, genre, dire à Ok, l'utilisateur, d'accord. genre, par Ok. exemple, si tu as supprimé un node qui contenait un 3, bah, il va renvoyer 3. Ok, d'accord. Et le -1, c'est juste, par exemple, pour dire, genre, s'il y avait une erreur, et bah, tu returnes -1, quoi. Ok, bah parfait, merci. Voilà. Donc, bon, c'est pas très utile. On n'a pas fait ça. Ok, bah, du coup, en fait, on a fait tous les trucs, là. On voit pas trop ce qu'il y a de plus à dire sur les linked lists. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les listes chaînées, du coup? Ouais. Ça va. Ok. Je sais pas si vous avez des questions dessus ou sur d'autres trucs dans le cours. Du coup, tu pourras mettre. Ouais, je mets tout ça. Attends, j'ai même fait hop, le truc que j'ai suivi. Hop. Parce que j'avais quand même un exemple sous les yeux, hein, je l'avais préparé avant. Hop. C'est plus de commentaires, il y a des explications avec. Hop. Ok, tac. Je te mets ça dans prog.c. Ok, bon bah, ça fait un truc bizarre, mais voilà. Ok. Je sais pas si vous avez plus de questions, on a vu un peu tout ce qui était important, je pense. On a vu les structures, les arrêts de structures, et on a vu pas mal de pointeurs et de pointeurs sur des structures, donc en vrai. J'ai une question. Ouais. Quand on Ouais. définit une structure, Ouais. quand on définit par exemple une liste à l'intérieur de la structure, comment on fait si on ne connaît pas la taille de la liste? Pour les linked lists, du coup, pour les listes chaînées. Ouais, par exemple. Genre, en fait, sur les listes chaînées, tu peux pas connaître la taille de la liste, parce que tu as juste accès à ton élément et au suivant. Et donc, du coup, si tu veux. C'était quoi ta question? C'était d'ajouter un élément, par exemple, au milieu? Non, c'est pas ça, c'est quand on définit une structure quelconque, si on a une liste, si on définit une liste, mais on connaît pas la taille de la liste, comment est-ce qu'on fait? Ah, une structure, ok. Bah, si tu connais pas la taille de la liste, tu peux pas vraiment. En fait, à chaque fois, tu es obligé de connaître la taille de la liste. Et si tu la connais pas, je pense qu'il faudra la demander à l'utilisateur. Ok. Avec un scanf. En fait, c'est ça le principe de liste avec malloc. Parce que tu vois, quand tu déclares une liste comme ça, là, en mode int ar, tac, ici, tu es obligé de mettre un nombre directement, tu vois. Tu peux pas mettre une variable. Et du coup, c'est casse-couille. Et c'est ça l'avantage des listes avec malloc. C'est que tu peux demander à l'utilisateur la taille, la stocker dans une variable, et ensuite tu peux faire ton malloc avec ici ta variable. Tu vois? Bon, fois size of machin. Mais si on définit une liste avec par exemple la taille de 10, est-ce qu'on peut changer la taille ensuite avec malloc? Avec un malloc? Je pense pas, non. Non. Peut-être, mais on n'a pas vu ça en cours et je sais pas faire. Non. Ok, d'accord. Et du coup, Mohamed, tu voulais qu'on voit comment est-ce qu'on insère un élément au milieu d'une liste. En vrai, on peut faire ça. Du coup, ok, on va faire un remove by index, du coup. Avoid remove index. Du coup, là, en fait, on a le même problème parce que si l'index c'est le premier, il faudra modifier le head. Donc,
On va prendre, on va pas s'embêter à faire return, on va directement faire un modified. On va faire un node T. Ok, donc on prend un pointeur vers notre liste. Comme ça, on peut modifier le head si on a besoin. Ok, et ensuite un index. Ok, alors, bah, je pense qu'en fait, on va parcourir la liste. Le premier truc à faire, c'est si on a, déjà si notre index c'est 0, si on veut supprimer le premier élément, on va pas s'embêter. On va utiliser remove start modified. Hop. Ok. Et ensuite, j'aimerais bien faire un si l'index est le dernier, mais on peut pas savoir à l'avance si c'est le dernier, donc tant pis. Ok, ensuite on va parcourir notre liste jusqu'à ce qu'on arrive à notre élément. C'est pour ça que je fais un for ici et pas un while, parce qu'en fait on sait quand est-ce qu'on veut s'arrêter. Jusqu'à n, et en fait c'est comme pour le remove last ici. On voulait pas s'arrêter au dernier, on voulait s'arrêter à l'avant-dernier. Et donc là on va pas s'arrêter à n, on va s'arrêter à n-1. Comme ça on a encore accès à la référence vers le suivant. Ok. Si notre élément actuel, hop, si notre élément actuel c'est le suivant, pardon, c'est rien, et ben on n'a pas besoin de supprimer le suivant en fait. Enfin, en fait, ça c'est si vers le dernier, il est en dehors de la liste en quelque sorte. Tu vois? Alors si t'as 0, par exemple 0, O, hop, O, et que tu veux supprimer, par exemple là que tu donnes l'index 3, ben nous on va se placer là. Non, par exemple, que tu donnes l'index 4, ben on va se placer là. S'il n'y a pas de suivant, ben il n'y a rien besoin de faire. Ok. Donc on va juste return directement. Et sinon, on va dire que, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est changer les deux. Donc, ok. On va créer on va dire que le nôtre, c'est le suivant. Ensuite, on va créer un hop, temp node. Hop là, current index next. Ok, donc en fait, current, tu vois que ça va être l'index qu'on veut supprimer actuellement. Par exemple, si on demande l'index 2, et bah current, ça va être cet élément-là, quand on est ici, là. On est sûr qu'ici, current, c'est le bon élément. Ok, donc temp node, c'est le suivant. On va même appeler ça next node. Ok, et on va dire que le suivant, c'est égal au suivant encore après. On va prendre ça ici. On va expliquer. Next node next. Ensuite on va free next node. Ok. Ok, attends, avant on va juste tester voir si ça marche au moins. On va enlever ces returns, comme ça on a encore des trucs dans la liste. Remove index head. Si on va supprimer le troisième. Hop. Bam bam bam. Ok, donc là on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, qu'est-ce que j'ai fait 0, 1, 2, 3. Si je fais un truc un peu avant. Ok, attends, parce que du coup là c'est un peu compliqué de voir ça en même temps. Ok.
Attends. Alors, déjà, si j'enlève le remove last, on va simplifier notre truc. Ok. Ah non, mais je suis con, c'est current index égale nul. Si on n'a pas de current index, on arrête là. Hop. Du coup, nul, oui, voilà. Ok, donc là, on avait mis que ça supprimait l'index 2, ça se fait bien 0, 1, 2, l'index 2, valeur 3. Ok. Et d'ailleurs, je pense même que pour que ça supprime l'index, oui, en fait, ça c'est bon. Ok, l'index, alors j'explique la fonction. C'est que si l'index c'est le premier élément, on va faire un remove start, parce que les remove start c'est un truc un peu spécial, il faut modifier le head, tout ça. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici on demande un pointeur vers un pointeur, c'est si jamais on veut supprimer le premier. Ok. Ensuite, on va parcourir la liste. Donc imaginons que notre liste c'est ça. Hop, je vais le mettre là. Au début, on va partir du début. On va aller jusque, par exemple, si on veut supprimer celui-là. Là. Si on veut supprimer celui-là. On va aller jusqu'au précédent. Ok. Si en fait ça va servir à savoir s'il est nul. Si il est nul, et bah t'as rien besoin de faire. On va faire un return ici. Bon ça c'est un peu un cas spécial, mais c'est toujours bien de les gérer. Ok. Et s'il est pas nul, et bah on va se placer là. Ok. Donc en gros, maintenant notre au début notre pointeur, enfin notre curseur il est ici, et ensuite s'il est pas nul, on va se déplacer ici. Ok. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on prend le suivant, hop, next node, donc current index next. Ok. Et on va dire que notre actuel, attends, c'est un mauvais exemple, mais hop, ça va être plus simple de gérer comme ça, que notre actuel index suivant, donc celui-là, bah, ça va être le suivant index suivant. Donc en fait, ça veut dire que celui-là, la flèche, elle va plus pointer vers lui, mais en fait, elle va pointer vers lui, le deuxième. Et donc en fait, ça a supprimé celui-là. Enfin, ça l'a pas vraiment supprimé, ça veut juste dire qu'il est plus utilisé nulle part dans la liste. Et ensuite, c'est pour ça qu'on le free, comme ça on le supprime pour de bon. Voilà. Ok, tu comprends? En fait, on supprime pas, enfin, la façon dont je l'ai fait, mais ensuite, tu pourrais le faire assez simplement. C'est juste qu'il faudrait s'arrêter un peu avant. Tu supprimes pas directement celui-là, tu supprimes celui qui suit celui que tu as demandé. C'est pour, enfin, en fait, ça sert à faire aussi le off by one. Comme si tu vois, tu supprimes l'index 2, ça fait 0, 1, et tu as supprimé le deuxième. C'est clair ou pas du tout vous comprenez? Euh, Et Léna, en attendant, pour répondre à ta question, je sais pas du tout si on aura le droit aux fonctions incluses. Genre les fonctions sur les strings. C'est une bonne question. Mais je pense que ce sera marqué comme en Python, genre vous n'avez pas le droit d'utiliser les trucs de base, ou vous avez le droit d'utiliser les trucs de base, tout ça, tout ça. Ok, c'est clair? Ouais. Bah, là, pour le coup, il y a plus grand chose à voir. Hein. Ok, bah merci beaucoup. De rien. Quoi. De rien, de rien. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Salut. Ah, je vais peut-être mettre ce nouveau code. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Pas de soucis. Wow.
Putain. Il y avait du monde.